Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse aux pistes de solutions pour protéger nos enfants des dangers que peuvent représenter pour eux les écrans, la surexposition à ces écrans ou les écrans tout court. On va voir ensemble tout cela. Sabine Duflo, bonjour. Bonjour Simon. Tu es une psychologue clinicienne et thérapeute familiale. Tu travailles sur le terrain. Tu interviens aussi dans des consultations en addiction à l'hôpital d'Aumaison de Fleury-les-Aubrais, c'est près d'Orléans. Tu as fondé le collectif sur exposition écran. On va parler ensemble de ce sujet. On va voir surtout pourquoi c'est important et surtout, comme on est dans un podcast de solutions, évoquer les pistes de réponse à adresser à ce problème. Un problème pour les familles, pour la société et les réponses que tu appelles toi de tes voeux. Tu es l'auteur du livre « Il ne décroche pas des écrans. Comment protéger nos enfants ?» C'est aux éditions de l'Échappée. Justement, on va en parler, mais d'abord, dans ce podcast, on veut toujours tout savoir du parcours de l'invité. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu t'es consacré à ce sujet ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Ça a commencé comment cet intérêt ? Il y a très longtemps déjà, j'étais prof de philo. J'ai passé le CAPES de philosophie, mais j'ai toujours eu une attirance pour la psycho, la psychologie et surtout l'approche familiale. J'ai été formée à la thérapie familiale systémique. C'est une approche qui considère que on peut comprendre un sujet, enfant, adolescent ou adulte, que si on s'intéresse à son environnement. Et on ne peut le changer que si on change son environnement. Alors, la thérapie familiale systémique s'intéresse au système qui entoure l'enfant, c'est-à-dire sa famille, mais ça peut être aussi l'école, voilà. Et aujourd'hui, l'environnement avec lequel l'enfant passe le plus de temps, c'est l'environnement numérique. Ce sont les écrans, ces écrans, la télévision, la tablette quand il est petit, le téléphone portable qu'il acquiert à l'entrée au collège. Et on a une moyenne à peu près de 6 heures pour les collégiens sur les écrans, tout écran confondu, de 7-8 heures pour les lycéens. Donc, il est bien évident que j'ai pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études de psycho pour imaginer que ça a un impact important sur leur développement, puisqu'ils passent avec ces écrans plus de temps qu'avec leur famille, plus de temps qu'avec leurs copains, plus de temps qu'avec n'importe quel objet. Plus de temps que jamais. Et donc, je disais, tu es une psychologue, tu viens de nous l'expliquer, tu dis le mot psycho, le mot problème, pour bien comprendre le problème, justement, et aussi pour bien comprendre pourquoi j'invite une psychologue dans ce sujet. Est-ce que tu peux nous décrire, par tes observations de terrain, mais aussi les observations scientifiques, de quoi parle-t-on quand on évoque un problème et des dangers pour les enfants liés à leur exposition aux écrans et à leur surexposition? Ça se passe dans le cerveau ? Oui, le problème, il suffit juste d'être parent ou d'être tonton ou grand frère pour l'avoir vu. Quand on met un petit enfant devant un programme qui lui plaît, conçu pour lui, c'est-à-dire conçu pour le capter le plus longtemps possible, et qu'on appuie sur le bouton off, ça crée des cris, des hurlements. Quand on a un ado qui est devant un jeu vidéo, les plus vendus, donc les plus addictifs conçus pour ça, et qui commence à jouer, il a beaucoup de mal à s'arrêter. Et quand on lui dit d'arrêter, qu'il finit par le faire, en général, après, il est nerveux, il crie, parfois même il insulte ses parents alors qu'il le faisait pas avant. Voilà, tout ça, c'est des exemples qui montrent bien que dès lors qu'il y a exposition, il y a risque de surexposition, puisque ces objets ont été conçus non pas par des entreprises vertueuses qui ont pour but d'éduquer et de rendre plus heureux nos enfants, mais par des entreprises dont l'objectif est d'engranger le maximum de bénéfices et donc de capter notre attention, de nous retenir captifs le plus longtemps possible. Tout se joue sur ce mot d'être retenu captif. Ça peut engendrer alors une addiction, mais aussi, comme tu le décrivais, des grandes complications à décrocher, tout simplement. Comment jauge-t-on, au-delà justement de cet écueil que tous les parents connaissent, en tout cas tous ceux qui permettent un accès aux écrans à leurs enfants, comment on jauge
le temps d'écran qu'il est pas dangereux de laisser à ses enfants. Oui, alors c'est un problème que tu soulèves, c'est un problème aussi scientifique. Le collectif dont je suis la fondatrice est en réalité à l'origine de la création de ce terme, mais avouons-le, on l'a créé sans que, à l'époque, c'était un constat de terrain. On se disait, mais ces enfants sont beaucoup trop de temps dessus. Il n'y avait pas d'études scientifiques qui disent, et d'ailleurs il n'y en a toujours pas, à partir de quel moment. Enfin, on sait par exemple que le genre de jeux vidéo, les jeunes garçons au-delà de 2 heures, c'est problématique. Voilà. Mais il faudrait faire par âge, puisque tu sais que les besoins de sommeil varient suivant les âges et surtout les temps d'éveil. Donc moi, j'ai un repère assez simple. C'est à partir du moment où ça prend plus de la moitié du temps d'éveil, il faut se poser la question, quoi. Hein. Il y a danger. Sachant que, si tu veux, on sait aujourd'hui que toutes nos principales compétences qu'on a à acquérir quand on est enfant puis adolescent, c'est-à-dire le langage, la communication, la capacité à réguler ses émotions, la capacité à se sociabiliser, à interagir dans un groupe, eh bien, elles s'apprennent dans la fréquentation de nos pairs au sein de la famille, puis après ça, des copains, des copines. Et l'écran vient faire écran à le développement de ces principales compétences. Il y a plusieurs types d'écrans. Alors, il y a de très longue date l'écran de télévision, les jeux vidéo dont tu parlais, mais il y a quand même un écran qui s'est multiplié entre les mains de tous les adultes, on peut dire, mais donc accessible aux enfants dès le plus jeune âge, à portée de main. Je veux parler évidemment du smartphone. Est-ce que c'est avec cet outil du smartphone que on a le plus d'accélération de ce problème? Oui, complètement, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces outils sont devenus nomades, ça a commencé par les ordinateurs portables, les tablettes, les petites tablettes aussi transportables, et puis ensuite le téléphone. Bon, on a vu une explosion du temps passé devant, et aussi une absence de contrôle, de possibilité de contrôle pour le parent du temps, mais du contenu. Alors tu alertes depuis une dizaine d'années, ça coïncide aussi avec cette accélération, évidemment, et ces Complètement, changements tout à fait. sociaux, sociologiques et économiques, car il y a une irruption, en effet, de beaucoup d'outils et de plateformes, de réseaux sociaux aussi, qui sont venus justement rentrer dans nos écrans, des réseaux sociaux qui, sur le papier, sont interdits aux mineurs de moins de 13 ans, mais on constate. Mais qui dans la réalité, de toute façon, se retrouvent. On voit des enfants qui sont sur les réseaux de plus en plus tôt, et ça correspond à l'âge d'acquisition du premier téléphone portable qui ne cesse de baisser. Il est de 9 ans aujourd'hui. Et l'âge de l'accès, par exemple, à la pornographie, c'est 10 ans. C'est normal. Enfin, d'ailleurs, ça se fait presque immédiatement ou avec un délai de 6 mois. Alors C'est j'entends ça le c'est grand danger. normal, ça veut dire que c'est normal dans le sens c'est d'une accessibilité C'est sans limite. l'accessibilité qui crée du coup très précoce, qui crée du coup l'exposition à des contenus inadaptés comme la pornographie, l'ultraviolence, etc. Alors nous sommes, je le dis souvent, je l'écris, nous sommes dans un podcast qui est optimiste, mais qui n'est pas naïf, mais je vais pas faire avec toi un épisode d'éducation parentale. Tout le monde sait plus ou moins quand même qu'il y Tout a à une fait. distance à obtenir, à mettre en place entre les enfants et les écrans, mais je voulais justement avoir tes conseils sur le plan j'allais dire de tes observations de terrain d'abord, et puis on va voir dans un instant aussi comment la société et le droit peut ou doit s'adapter à cela. Sur tes observations de terrain, je le disais dans l'introduction, bah, tu rencontres des parents, des enfants, des patients qui, comment se retrouvent-ils dans ton cabinet? À partir de quand viennent-ils consulter? Et qu'est-ce que tu observes de manière générale? Alors, ils viennent pas consulter spécialement pour des questions d'addiction aux écrans, sauf ceux qui consultent donc à ces consultations spécialisées, mais la plupart sont pris dans ce grand bain d'écran pour comprendre l'origine de leurs mots. Par exemple, une difficulté à se concentrer chez les enfants.
la difficulté d'attention, de concentration, les troubles de l'attention, c'est presque 90% des motifs de consultation. Des difficultés de sommeil aussi très importantes, qui engendrent du coup évidemment des problèmes ensuite scolaires, à se concentrer, à apprendre, des difficultés aussi de comportement. Bon, face à ces symptômes, ben j'interroge l'environnement et de manière très simple et naturelle, j'ai pas de protocole, chacun peut le faire. Je demande à l'enfant devant son parent, raconte-moi une journée depuis le moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, est-ce que le matin tu te réveilles avec un réveil, enfin un téléphone portable, ou alors est-ce que c'est maman qui vient te réveiller, un réveil classique? Et le matin quand tu te réveilles, est-ce que la télé est allumée déjà, ou bien est-ce que non, il n'y a pas d'écran? Et puis est-ce que le midi tu rentres manger chez toi et là la télé est-elle allumée? Quand tu rentres chez toi, où sont tes parents? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont devant la télé à regarder une série? Est-ce qu'ils sont sur le portable? Et toi, c'est quoi la première chose que tu fais? Et le soir, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mangez devant la télé ou pas? Et après le repas, il y a des choses qui se passent. Voilà. Avec toutes ces questions, j'ai une évaluation un petit peu. Ces questions qui sont détaillées dans mon livre, des usages des écrans, de la place des écrans dans la famille, et ça me permet d'avoir du coup une réponse adaptée. Je fais du sur-mesure, voilà. Et d'ailleurs, on t'entend parler de situations très concrètes de la vie quotidienne. Tu me disais tout à l'heure qu'il faut tenir compte de la moitié du temps d'éveil d'un enfant. Cela veut-il dire qu'il y a des moments précis autour desquels il faut absolument bannir l'écran, l'éteindre, le ranger? Oui, alors, tout à fait. Moi, je suis à l'origine d'une prévention qui au début avait juste comme seule ambition d'aider les parents de ma consultation à se souvenir de ce que je leur avais dit. Comme je répétais un peu toujours la même chose, j'avais fini par le mettre sur un morceau de papier. Et puis un jour que la chargée de com est venue faire une visite au CMP, elle m'a dit mais ça c'est très intéressant. Si vous voulez, on le met en image. Et c'est devenu ces fameux 4 pas. Alors, c'est 4 moments qui sont dans la famille où on va préserver des moments sans écran pour permettre des interactions de l'enfant. Donc, je demande aux parents de ne pas mettre d'écran pendant les repas qui sont pris ensemble, de ne pas mettre d'écran le matin parce que c'est à ce moment-là ne pas allumer la télé le matin, à l'adolescent de pas ouvrir son portable, que ce soit pas la première chose qu'il fasse en se réveillant, les parents de ne pas être sur le portable dès le matin, parce qu'on sait que l'attention et les capacités d'attention sont beaucoup plus importantes le matin et que simplement 5 minutes d'un petit dessin animé bien speed, ça les bousille, et donc il faut éviter de mettre l'enfant devant la télé le matin. Donc ça c'est le deuxième pas. Le troisième pas, c'est de pas mettre d'écran dans la chambre de l'enfant, au moins jusqu'au collège, parce que à ce moment-là, le parent perd tout contrôle sur le temps qu'il y passe et les contenus. Et puis, juste avant de se coucher, pareil, on n'en met pas parce qu'on sait que la lumière bleue, en fait, empêche la sécrétion d'une neurohormone qui s'appelle la mélatonine et qui est nécessaire pour l'endormissement. On voit dans les consultations aujourd'hui énormément d'enfants qui sont sous mélatonine. Elle est même vendue maintenant dans les supermarchés. C'est dire les problèmes de sommeil. Il faut savoir qu'en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil, alors qu'on travaille moins, globalement. Ouais. Donc, il y a quand même un petit souci. Alors, les 4 pas, au sens pas à ne pas faire, mais 4 pas aussi et pour mieux avancer, pour mieux vivre. C'est ceux, effectivement. Alors, ils ont été traduits dans plein de langues, parce qu'ils ont eu beaucoup de succès, mais je ne sais pas si la traduction permet le jeu de mots, mais au départ, c'est 4 pas pour mieux avancer, parce que de toute façon, en matière d'enfance et d'adolescence, on grandit aussi avec des interdits. On grandit avec des interdits. On peut pas se grandir autrement. Un enfant n'a pas toutes ses compétences et ses capacités qui sont matures, et donc il faut lui permettre qu'elle se développe bien. Il faut nécessairement des interdits. Alors j'ai cette affiche sous les yeux, je vous la mets dans la description de l'épisode, et en effet ce qui est sous-jacent, c'est de pouvoir être attentif en classe, de pouvoir se parler, c'est important, de pouvoir bien dormir et savoir être seul. Donc les 4 pas le matin, pas pendant
pendant les repas, pas avant de se coucher et pas dans la chambre de l'enfant. On parlait des mécanismes qui se jouent quand même dans notre cerveau avec les écrans, du côté addictif des écrans, mais surtout de ce qu'il y a dedans, de ceux qui les alimentent, et notamment, là, j'en viens à la question des plateformes de contenu et des réseaux sociaux. Là, on est dans une interdiction à faire observer concrètement lorsqu'on est parent. C'est important d'interdire avant quel âge les réseaux sociaux, par exemple. Alors, au moins, c'est important de respecter les limites d'âge de 13 ans pour les réseaux sociaux, de discuter, de s'informer avant sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus addictifs et délétères, comme TikTok. Mais l'addiction, c'est aussi une addiction comportementale aux jeux vidéo. Il faut respecter les limites d'âge, très très important, et aussi s'intéresser au contenu. Il y a des jeux qui produisent des addictions beaucoup plus fortement que d'autres. Alors, l'addiction, c'est un mécanisme connu, mais la façon de créer de l'addiction, elle diffère d'une plateforme à l'autre. Dans les jeux vidéo, ça va essentiellement, le mécanisme le plus puissant, c'est celui de la récompense aléatoire. Sur les réseaux sociaux, on a tous les systèmes des likes, des ciblages aussi, de l'intérêt. Bon, c'est très varié. Il y a parfois aussi des processus qu'on ignore. Par exemple, l'algorithme de TikTok, il est gardé secret, hein, comme la recette de Coca-Cola, parce que c'est quand même ce qui fait sa fortune, quoi. Mais les effets sont bien réels. Et tout le monde l'observe, tous ceux qui ont eu TikTok entre les mains, alors sans forcément tout jeter en parlant, mais c'est basé précisément sur le fait de pouvoir rester le plus longtemps possible en parcourant des vidéos quasiment Oui, à l'infini. c'est un principe, si vous voulez, qui est d'ailleurs généralisé quand même, ce principe de TikTok un peu partout, c'est que c'est une sursollicitation de l'attention réflexe. Et le fait que dès que vous avez du contenu saillant, de l'image, du mouvement, avec voilà des centres d'intérêt conformes aux vôtres, vous pouvez pas vous empêcher de regarder, et ces vidéos sont entre 7 et 21 secondes. Donc voilà, ça défile, ça défile. Sans que et c'est beaucoup plus compliqué de trouver le bouton off, d'arrêter, que de continuer à regarder. Donc TikTok est pas le seul, hein. Il y a aussi beaucoup les short vidéos sur YouTube, mais TikTok excelle à nous enfermer, en particulier adolescents, dans des bulles parfois mortifères, hein. L'immense majorité des parents, évidemment, veut bien faire, veut toujours adopter le meilleur comportement dans son éducation pour ses enfants, mais il faut reconnaître que nous sommes les adultes prisonniers aussi, parfois, de ce type d'addiction. Alors, comment questionner, avant de se questionner en tant que parent, comment se questionner soi-même pour pouvoir réinterroger son rapport aux écrans dans l'éducation qu'on donne à ses enfants? Quelles sont les questions à se poser, finalement? Tout à fait, vous avez raison. Quand je reviens à la façon dont je procède avec une famille, je demande à l'enfant, racontez-moi votre journée, mais je demande aussi aux parents, et vous? Et vous? Ce que je faisais pas au départ, hein, puisque j'avais pas encore forcément cette idée de l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui la technoférence, c'est-à-dire l'interférence des écrans du parent dans son rapport avec l'enfant. Donc la première chose, c'est de se demander, mais comment ça se déroule ma journée? Combien de fois, quoi, je le sors, ce portable, je le connecte. On a des chiffres absolument affolants, hein, de connexion. Enfin, on le touche presque toutes les 10 secondes, je sais pas exactement. Bon. Donc la première chose, c'est effectivement qu'est-ce que j'ai fait, combien de temps. Et il y a aujourd'hui, par exemple, sur le téléphone portable, qui est quand même le plus utilisé, vous avez le temps consacré, le temps que vous y passez, et puis par appli. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça vous permet de vous en rendre compte. Et après, c'est comment je m'en passe, parce que toutes ces applis sont conçues pour répondre au mieux à des besoins qui sont profondément humains. Voilà, le besoin de jouer chez l'enfant, de se distraire chez l'enfant et l'adulte, le besoin d'être en contact. Moi, j'adore mon téléphone parce que j'adore les contacts. C'est horrible, quoi. Aussi, je vais pas, voilà. Donc, comment je peux me passer de ça? Et la première question, je pense, c'est aussi, est-ce que je suis vraiment heureux?
ou heureuse après mes 6 heures, 7 heures de connexion? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça m'est arrivé de passer des journées non connectées et comment je me suis sentie à la fin? C'est ça la première chose, parce que l'objectif, on veut tous finalement se distraire, être plus heureux. Mais est-ce qu'on a du plus de bonheur à être connecté 6-7 heures? Si la réponse c'est non, finalement, je me sens pas très bien, je suis un peu plus nerveux, je suis moins tolérant avec dans la discussion avec mon conjoint, avec mes enfants. Dans mon corps, je me sens pas très bien. C'est que certainement il y a un lien entre ce temps passé et mon sentiment de mal-être. Se questionner en tant qu'adulte, en tant que parent, et puis si on se replonge si on se représente une situation de la vie quotidienne où le parent, l'adulte ou le tonton, comme tu disais, a entre les mains ce téléphone portable et que l'enfant le voit faire si souvent, que se passe-t-il dans la tête de l'enfant lorsqu'il voit ces adultes décrocher d'eux? Là, j'inverse le regard. Alors, quand il s'agit d'un bébé qui doit construire un attachement sécurisant, qui doit apprendre à focaliser son regard sur un élément stable et en particulier privilégier, on va dire, le visage humain, alors c'est dramatique. C'est-à-dire que il faut à peu près 12 heures. Quand un bébé naît, il faut à peu près 12 heures d'échange de regard continu avec la maman, papa, pour qu'un attachement se crée. C'est-à-dire que parmi toutes les perceptions que l'enfant qui se présente à l'enfant, les objets qu'il perçoit, les personnes, il a une préférence bien plus importante pour le visage de sa mère ou de son père. Aujourd'hui, les bébés naissent avec des mamans qui ont des habitudes de 7-8 heures d'écran par jour, de portable, etc. Donc, ils n'ont pas l'habitude de regarder finalement les autres, les êtres humains. Elles ont l'habitude de regarder leur portable, comme nous tous. Hein. Alors, le mari s'en accommode à peu près, le conjoint s'il fait la même chose, mais le bébé, il est pas prêt à ça, lui. Il doit construire un attachement de qualité, il doit construire le langage, il doit construire une attention focalisée. Donc, si ces regards, ces regards qui s'accrochent, hein, le bébé, il est, si vous voulez, il est euh, programmé pour attacher son regard sur le regard de la mère, et notamment un attachement à ce qui est plus saillant sur le regard de la maman. On a une attirance pour la saillance, hein, c'est pour ça qu'on aime nos portables. Mais sur un visage humain, c'est les yeux et la délimitation front-visage. Mais si cette maman, elle s'interrompt régulièrement pour regarder son portable, à ce moment-là, le bébé va vivre des coupures de courant émotionnel et il va se sentir lâché, mais littéralement, quoi, comme s'il était jeté sur le sol. Et au bout d'un moment, le risque, ce qui peut s'observer, c'est que finalement, il recherche moins ce contact et que quand il commence à s'exciter, à s'agiter un peu, il arrive plus difficilement à se calmer dans les bras de cette maman qu'avec un téléphone qu'elle lui donne et qui va lui remplir les yeux et le cerveau de lumière, de son, de bruit et le calmer avec voilà de manière mécanique et non pas humaine. Le lien primordial à préserver et le lien entre les familles et la société autour de ce sujet commence à se construire, j'ai envie de dire. On en parle quand même de plus en plus, mais on observe quand même que les familles sont un peu livrées à elles-mêmes quand même face à ça. Ouais. Le monde politique s'en empare. Il y a quand même des régulations pour les plateformes, mais on observe une montée en puissance dans le discours d'une volonté en France, en tout cas, de s'emparer de ce sujet. Le président de la République française, Emmanuel Macron, avait dit en janvier souhaiter déterminer le bon usage des écrans pour nos enfants à la maison comme en classe, parce que, je cite, dit-il, qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de notre démocratie. C'est une bonne nouvelle que le politique se saisisse de ça, ou ça ne doit pas le regarder? Alors, je pense qu'il faut être réaliste. S'ils s'en saisissent, c'est parce que sur le terrain, dans les familles, dans les écoles, les parents n'arrivent plus à remplir leurs tâches éducatives face à des enfants qui sont parfois scotchés H24. Hein. J'ai des paroles de maman qui me disent souvent, mon enfant, je l'ai perdu. Il est dans la chambre à côté, mais elle a l'impression qu'elle n'arrive plus voilà, des enseignants qui sont
débordés, enfin alarmés par l'incapacité des enfants à être attentifs. Donc voilà, et sur le terrain, il y a beaucoup d'associations aussi qui alertent, donc je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Maintenant, si vous voulez, pour revenir sur le terme, parce que tout ça est effectivement de la communication. On a communiqué aux familles que ces outils étaient l'avenir, ils rendaient les enfants plus intelligents, plus heureux, etc. Et on s'aperçoit que c'est pas vraiment le cas. Donc maintenant, on a un discours beaucoup plus mesuré. Mais prenons ce slogan que vous avez donné, le bon usage des écrans. À partir du moment où on accepte et on sait, on reconnaît qu'il y a un aspect addictif. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui créent ces applis. Hein. Ils ont recours à des addictologues. Eh bien, il n'y a pas pour les enfants un bon ou un mauvais usage. Vous voyez, c'est comme si on disait, attention, ouais, mais il y a le bon usage du vin. Hein. Il faut que les enfants, ils apprennent quand même le bon usage de l'alcool. Bon, un petit verre de temps en temps, ça peut pas faire de mal, mais en continu, ça commence à faire des dégâts. Ben, vous voyez bien qu'on ne serait pas d'accord. Donc voilà, c'est à peu près ça. Oui, il y a un bon usage pour les adultes. Les adultes, normalement, sont capables de régulation parce que les capacités de régulation, elles sont matures à 25 ans. Mais les enfants sont incapables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire totalement les écrans, mais ça veut dire qu'il faut les mettre dans des temps limités avec du contenu de grande qualité. C'est-à-dire un contenu qui n'est pas prévu pour essentiellement capter, mais qui est aussi prévu pour éduquer, raconter une histoire, voilà. J'ai l'impression en t'écoutant qu'on est un peu au début des sujets qu'on a pu connaître en termes de santé publique, en tout cas autour du tabac, autour de l'alcool, tu le citais. On a besoin d'un discours de la société tout entière et pas seulement du politique. Qu'en est-il du monde économique? Car il y a forcément des arbitrages peut-être à faire en la matière. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que c'est pas simplement un enjeu de santé publique, c'est que c'est un enjeu aussi politique économique. Ce sont des entreprises milliardaires et le, nos gouvernements, nos gouvernants, alors celui d'Emmanuel Macron, mais les précédents aussi, ont décidé de vendre tous les secteurs ou de soumettre, disons, tous les secteurs d'activité de la société aux GAFAM. Hein. C'est concrètement de numériser tout et maintenant de mettre de l'intelligence artificielle partout. Donc, du point de vue sans qu'il y ait d'études sur les effets sur l'enfant et l'adolescent. Donc, c'est une sorte d'expérimentation à grande échelle. Alors, du point de vue évidemment des discours de prévention, on est exactement dans la même chose, mais probablement chose d'ailleurs de beaucoup plus grave qu'avec le tabac. On a commencé une première période par louer ces objets. C'était ce qu'il y avait de magnifique, d'éducatif, ce qui allait permettre de créer de l'intelligence collective, de rendre les enfants plus intelligents, plus éveillés, etc. Dans un deuxième temps, comme les études quand même commencent à s'accumuler sur les effets délétères, les dégâts, le discours devient plus mesuré et voilà, et les gens comme moi qui alertent ne sont plus diabolisés. Mais on n'en est pas du tout encore à se dire il faut protéger les enfants. Hein. Voilà, on se dit pour l'instant, finalement, la surexposition, c'est la faute des familles qui font pas attention aux enfants. Donc voilà, il y a une phrase par exemple qui m'agace particulièrement que chaque média prend soin de prononcer avant de commencer une émission sur les écrans, au point que je me demande si elle n'a pas été soufflée, c'est il ne faut pas diaboliser les écrans. Mais moi, j'en ai rien à faire, hein. Je suis pas payée par eux. Par contre, ce que je veux pas, c'est qu'on diabolise les parents. Parce que les parents, ils se sont retrouvés là-dedans. On les a obligés. On leur a vanté les mérites. Et maintenant, ils sont bien, bien embêtés pour assumer leur charge parentale. Voilà. Donc, ne diabolisons pas les parents, mais n'hésitons pas à dire ce qu'il en est de ces entreprises qui ne sont pas vertueuses, mais qui ont bien des desseins diaboliques, c'est-à-dire de se rendre les plus, voilà, de capter notre attention pour engranger le plus d'argent possible. Oui, alors ça, c'est un point de vue. Dans ne pas diaboliser les écrans, on peut aussi entendre ne pas se culpabiliser.
si on en fait un bon usage. Mais ça suppose de savoir en faire un bon usage, même si j'ai entendu les réserves que tu disais sur la notion de bon usage, car pour les enfants, et de ton point de vue et de tes observations, c'est vraiment à encadrer très strictement dans la pratique. Je renvoie nos auditeurs au site internet de ton collectif. Je mets les liens dans la description, car il y a beaucoup de conseils par tranche d'âge, évidemment. On n'a pas tout abordé, on n'a pas parlé, sauf en un mot, de l'accès involontaire à la pornographie des plus jeunes à cause des réseaux sociaux et des écrans, ou simplement des moteurs de recherche lorsqu'ils peuvent, les enfants, taper des questions anodines et banales. Et puis en librairie, on te retrouve avec ton ouvrage « Il ne décroche pas des écrans, comment protéger nos enfants ». Je mets toutes les références dans la description de cet épisode. Merci pour ces conseils et ce témoignage aussi de terrain dans ta pratique. Merci d'être passé dans Soluble. Merci Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est soluble.media. À bientôt.